Comme les conditions sont favorables, Giuseppe peut poursuivre son enquête au bord du cratère. En 79 après Jésus-Christ, toute cette zone était différente. Ce cratère n'était pas là. Il s'est formé par la suite, mais l'éruption a commencé quelque part ici. Au cours de l'éruption, environ 12 millions de tonnes de cendres et de roches volcaniques ont été propulsées dans l'atmosphère chaque minute. Pendant cette phase, la première colonne éruptive s'est formée. C'était un panache de plus en plus grand, contenant du gaz et des particules. Il a atteint une hauteur d'environ 35 km, soit 3 fois plus haut qu'un avion de ligne. Cette immense colonne de cendres concorde avec la description de Pline le Jeune, qui parle d'un étrange nuage surgissant de la montagne. Sur place, Giuseppe trouve les traces de ce qui attendait ensuite les cités alentours. Ces cailloux sont de la même taille que les pierres ponces tombées sur Pompéi. Le vent a emporté les particules vers l'est, c'est-à-dire vers Pompéi. Et il y a eu des retombées pendant des heures. Des heures et des heures. Les analyses des dépôts de pierres ponces et de cendres ont révélé que le vent de nord-ouest avait poussé le nuage de débris loin d'Herculanum et vers Pompéi. La cendre et la roche brûlante sont tombées sur Pompéi, ce qui a détruit les toitures et tué les habitants réfugiés chez eux. Herculanum, situé à l'ouest du volcan, et ses quelques 4000 habitants ont, dans un premier temps, été épargnés par les retombées. Les gens d'Herculanum ont observé cette colonne géante. Ils devaient être terrifiés. Le vent de nord-ouest a donné aux habitants d'Herculanum le temps de s'enfuir.